Bonjour les petits scientifiques sur Lucky Science pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est la continuité de la partie 1 de l'analyse d'animation versus math d'Alan Maker que j'avais publié antérieurement. Je vous conseille de la voir si ce n'est pas déjà fait sous peine de potentiellement moins comprendre les concepts vus, car je ne reviendrai pas là-dessus. La dernière fois, je vous ai laissé sur le cercle trigonométrique avec les courbes représentatives de cosinus et sinus générées par un point sur ce cercle. J'avais expliqué que, sur un cercle trigonométrique, c'est-à-dire sur un cercle de rayon 1, un point a pour coordonnées cosinus de x et sinus de x, x représentant l'angle du point en radians par rapport à son centre. TSC vient de multiplier le sinus par i, ce qui fait pivoter de 90 degrés à la courbe représentative de sinus, étant donné que le cercle est représenté dans le plan complexe. Et là, on voit bien que ces deux fonctions trigonométriques sont décalées d'une période de pi demi, car on voit que lorsque le point du sinus est à 0 radian, le point du cosinus est à pi demi radian. Il a combiné la fonction cosinus et la fonction sinus fois i, ce qui est apparemment traduit en la formule de Euler vue dans la partie 1 de l'analyse, avec x remplacé par pi vu qu'à la base les deux fonctions ont été obtenues grâce à pi. TSC utilise maintenant un programme un radian de 1, ce qui est égal à la longueur du rayon du cercle, c'est-à-dire 1. L'exponentiel soustrait 2pi à son exposant, et de la même manière que de la partie 1, il effectue une première rotation de pi rad sur lui-même, soit 180 degrés, puis une deuxième fois. Ici, on revoit le développement en série de l'exponentielle que j'ai utilisé la dernière fois pour prouver la formule de Euler, avec le x remplacé par ipi étant donné l'exponentielle ipi. Cette somme tire les termes successifs de la somme, avec n qui augmente de 1 à chaque terme tiré, à l'instar d'une série classique où n augmente de 1 à chaque terme. Un détail assez subtil et intéressant est que ces termes, lorsqu'ils heurtent un obstacle, libèrent la valeur de ce terme. Par exemple, ip puissance 0 sur factoriel de 0 est égal à 1, ip puissance 1 sur un factoriel de 1 est égal à pi fois i, soit environ égal à 3,1415 i, etc. TSC multiplie 4 quarts de cercle pour former un cercle complet, et remplit son aire en multipliant par pi, ce qui lui sert de bouclier. Puis il multiplie 8 rayons sur le cercle pour donner 8 en hauteur, ce qui forme un cylindre d'air 8pi r carré. L'exponentielle quant à lui fabrique une nouvelle égalité à partir de la dernière formule pour former r moins θ fois moins 1 est égal à r plus θ, ce qui se simplifie en r plus θ égale r plus θ étant donné la multiplication par moins 1. Donc lorsqu'il augmente l'angle, cela augmente automatiquement le rayon car l'égalité doit s'équilibrer. TSC enchaîne en se multipliant par moins, ce qui le fait apparaître de l'autre côté du cercle étant donné que le moins signifie opposé de. Ensuite, TSC multiplie 4 segments de 1 unité pour monter de 4 en ordonnée afin de récupérer le point du cercle. Puis le frappe avec le sinus, ce qui génère la courbe représentative de sinus. Comme si frapper le point que celui-ci a virtuellement se déplacer sur un cercle trigonométrique comme tout à l'heure. Et vu qu'il l'a frappé avec sinus, cela génère la courbe de sinus. Oh là là, l'exponentiel est enragé et est donc en train de créer quelque chose. C'est cringe. Premièrement, il s'étend à la formule de Euler avec x égale pi. Puis il se divise en deux fractions, les formules de Euler, qui sont les définitions modernes de cosinus et sinus dans les complexes, avec l'expression de gauche qui est égale à cosinus de x, et l'expression de droite qui est égale à sinus de x. Cette décomposition permet la création de clones d'exponentielle et pi, certains ayant leur exposant négatif. Petit détail assez étrange, les quelques clones ayant un exposant positif sont tout à coup devenus négatifs. Sûrement un petit défaut ou oubli qui ne dérange pas tant que ça, car exponentielle ipi est égal à exponentielle moins ipi. Regardez. Rappelons rapidement la formule de Euler, exponentielle ix est égal à cosinus de x plus i sinus de x. Remplaçons x par moins 1 pi, ce qui se simplifie en exponentielle moins ipi est égal à cosinus de moins pi plus i sinus de moins pi, ce qui est aussi égal à moins 1 comme l'inversion positive. Ces exponentielles peuvent donc aussi se décomposer en formules de Euler, qui eux-mêmes peuvent se décomposer en les formules de Euler, etc. TSC de ce côté est en train de construire une arme à partir de ce qui reste de la formule de l'arc du cercle. De 1, il transforme le 1 en 1 sur 1, puis il décompose son symbole pi en cosinus et sinus comme la dernière fois. Ensuite, il les place respectivement sur le dénominateur et le numérateur avec pi à la place de x. Dans la foulée, il multiplie le sinus par i tout en insérant un point à la place du pi dans les deux fonctions trigonométriques. Et là vous vous demandez sûrement, mais Lucky, qu'est-ce que ça signifie le point dans une fonction? En fait, le point signifie juste qu'on s'intéresse plus à la fonction que à la variable de celle-ci, ce qui peut être comparé au x, mais en réalité, le x signifie qu'on s'intéresse au résultat de toutes les valeurs possibles de la variable x dans la fonction, contrairement au point. Donc pour résumer, on a i fois sinus divisé cosinus, ce qui donne i fois tangente, car par définition, la tangente est égale à sinus divisé cosinus. La multiplication par i du sinus ajoute juste une multiplication par i sur la tangente.
Et enfin, il transforme toute l'expression en une fonction avec toujours le point en argument, qui signifie qu'on s'intéresse uniquement à la fonction plutôt qu'à la variable. F de point est égal à 9 fois i tangente de point fois pi. Pourquoi le pi dans la tangente? Car de 1 cela va nous arranger juste après, et de 2 car étant donné qu'il a utilisé le symbole pi pour obtenir le cosinus et le sinus, cela devrait aussi garder un pi comme la dernière fois. Cette terme mathématique tire des points avec une petite silhouette qui a l'air d'être la courbe représentative de tangente. Et lorsque ces projectiles touchent les exponentielles, cela les transforme en 0 et en plus génère vraisemblablement un cercle de rayon 1 avec la tangente du point qui a pour coordonnée -1, 0. Sûrement car l'exponentielle pi est égale à -1. Pour la transformation des exponentielles en 0, on peut le voir de la manière que lorsque le point touche une exponentielle pi, cela renvoie l'image de l'exponentielle pi par la fonction f. Et n'oublions pas que f de point est égal à 9 fois i tangente de point fois pi. Lorsqu'on remplace le point par l'exponentielle, cela donne f de exponentielle pi est égal à 9 fois i tangente de exponentielle pi fois pi. Et pour rappel, l'exponentielle pi est égal à -1. Autrement dit, f de exponentielle pi est égal à 9 fois i tangente de moins pi. Et la tangente de pi ou de moins pi est égale à 0, ce qui explique l'apparition de 0. Pour une raison assez étrange, le projectile ne fait pas apparaître de 0 lorsqu'il touche le développement en série de l'exponentielle pi, ce qui n'a pas réellement de sens car on peut totalement mettre une série en argument dans la fonction. Je pense que cela veut dire que la série est plus résistante et qu'il ne peut pas se faire transformer en image. Encore autre chose que je n'arrive pas à expliquer est que lorsque TSC tire sur la circonférence du cercle, cela crée un point ainsi qu'un segment qui relie ce point au centre, le rayon. Et enfin, il le multiplie par pi pour effectuer une rotation de pi radian, soit 180 degrés. Je ne vois absolument pas pourquoi une fonction qui à la base détient i fois tangente devrait créer un point. Je pense que c'est encore une fois du divertissement. TSC crée encore un point et additionne 7i pour monter de 7 en ordonnée étant donné qu'on est toujours dans le plan complexe, ce qui lui permet d'atteindre un des développements en série et de prendre son symbole infini. Il remplace le point en argument par l'infini, ce qui a l'air de générer l'entièreté de la fonction tangente, qui a d'ailleurs l'air d'être plus resserrée que celle de base étant donné qu'il est multiplié par 9. Cela nous introduit au concept d'espace vectoriel, plus précisément au sous-espace vectoriel engendré. En effet, la notation span S, en français vect S, représente l'entièreté des combinaisons linéaires possibles des vecteurs dans S, c'est-à-dire l'entièreté des combinaisons d'opérations de vecteurs possibles, étant l'addition entre vecteurs et multiplication par un scalaire. De manière plus formelle, notons V égale V1, V2, Vn, un espace vectoriel avec n vecteurs, et A1, A2, An, un ensemble de n scalaires. La combinaison linéaire des vecteurs de V est A1 fois V1 plus A2 fois V2 plus An fois Vn. Globalement, en tirant avec sa fonction, cela crée un sous-espace vectoriel engendré tout en ajoutant des vecteurs à l'intérieur de celle-ci, ce qui augmente de 1 la dimension. Cependant, je n'ai ni trouvé de lien entre la fonction et les sous-espaces vectoriels engendrés, ni entre le fait que cela lui permet de s'échapper. Maintenant, les exponentielles pi préparent quelque chose d'encore plus grandiose qui mettra à genoux TSC. On a beaucoup de choses à l'écran, nous allons les analyser un par un. Premièrement, on a deux exponentielles qui se transforment en leur développement en série entière, qu'on a déjà vu plusieurs fois, puis la fameuse formule de Euler qu'on a déjà vu dans la partie 1. Ensuite, on a i sinus pi qui se transforme en sa variante complexe. De la même manière, cosinus pi se transforme en son développement en série entière qu'on a aussi déjà vu dans la partie 1. Oui, on a vu beaucoup de choses. Enfin, un exponentiel se transforme en une expression assez étrange, exponentielle de i au carré fois logarithme de 1 moins i divisé par 1 plus i, qui est aussi égal à moins comme l'exponentielle pi. Avant que j'explique pourquoi, je rappelle que lorsqu'on a affaire à la fonction logarithme, on cherche le nombre qui mis en exposant donne le nombre entre parenthèses. Par exemple, le logarithme en base 10 de 1 est égal à 0, car 10 exposant 0 est égal à 1. D'ailleurs, pour tout x, un logarithme en base x de 1 est toujours égal à 0, car 0 est le seul exposant qui donne toujours 1. Donc on a i au carré qui est égal à moins 1, et en considérant que le logarithme ici est le logarithme népérien en base e, cela donne moins i demi fois pi. On a donc exponentielle moins 2 fois moins i demi fois pi, ce qui se simplifie très facilement en exponentielle pi. On a aussi une autre expression assez similaire, exponentielle de moins i au carré fois logarithme de 1 moins i, qui est égal quant à lui à 1 moins i, étant donné que le moins i au carré est égal à 1, on se retrouve juste avec exponentielle logarithme népérien de 1 moins i, et le logarithme népérien s'annule car il est le seul exposant sur e. On n'a pas pu faire de même avec l'expression précédente car il y avait d'autres nombres en exposant sur e, mais dans ce cas là, ça fonctionne. Ceci étant dit, cette expression donne 1 moins i. Et là, on a un énorme méca qui se construit à partir de tous les morceaux précédents. TSC essaie de lui tirer dessus avec sa fonction,
mais le mecha crée une intégrale à partir de la courbe représentative de f, en augmentant de plus en plus la limite vers l'infini, ce qui lui permet de résister à la fonction. Nous allons procéder à une analyse générale de ce grand engin. Premièrement, le bras droit est juste égal à -1 car on a vu que le sinus de pi est égal à 0, donc tout le reste multiplié donne aussi 0, et cette exponentielle est égale à -1. Ensuite, le bras gauche est égal à -i car on a cette exponentielle qui est égale à 1 moins i, comme vu tout à l'heure. Le cosinus de pi est égal à -1, et ce développement en série est celui de l'exponentielle et pi, donc qui est égal à -1. Tout ça soustrait le 1 moins i, donc on a 1 moins i moins 1, soit -i. De manière plus élégante, on peut réécrire ces deux bras comme l'un étant exponentielle et pi, et l'autre i fois exponentielle et pi. Ce qui est drôle tout de même car cette machine mathématique est en fait contrôlée par l'exponentielle et pi. Passons au corps maintenant. On peut le voir comme une égalité, une expression qui est égale à exponentielle et pi. Premièrement, on a cette série qui est le développement en série de cosinus pi, qui est donc égal à -1. Et ensuite le développement en série de sinus pi, qui est encore une fois égal à 0. Donc tout ça c'est égal à -1, lui-même égal à exponentielle et pi. Cette égalité est donc juste. Et vous allez me dire, mais Lucky, qu'est-ce que fait les divisions par 2 alors? En réalité, je pense qu'on divise le 0 juste ici par 2, ce qui ne change rien à l'égalité car un nombre quelconque non nul qui divise 0 donne toujours 0. Maintenant le gros morceau, l'intégrale. Avant de l'analyser, je rappelle qu'une intégrale, dans sa définition la plus simple, représente juste l'aire du dessous d'une courbe d'une certaine fonction, rien de plus. On peut se dire que ces nombres ici n'ont à première vue aucune signification, mais en réalité j'en ai trouvé une. Lorsqu'on calcule l'intégrale qui va de 0 à plus l'infini de 1 divisé par 1 plus t au carré dt, on remarque que cette expression est directement la dérivée de arctangente t. d sur dt de arctangente de t est égal à 1 sur 1 plus t au carré. Donc on a 1 sur 1 plus t au carré qui est la primitive de arctangente t. Maintenant pour trouver la valeur, il faut juste évaluer la fonction aux deux bornes, 0 et plus infini. L'arctangente de 0 est égale à 0, et pour trouver l'arctangente de plus infini, on va utiliser les limites. La limite de t qui tend vers l'infini de l'arctangente t est égale à pi demi. En substituant les valeurs des bornes, on obtient pi demi moins 0, ce qui donne juste pi demi. Donc cette intégrale est égale à pi demi. De la même manière, les deux autres sont aussi égales à pi demi, l'une est l'intégrale de Dirichlet, et l'autre se trouve par intégration en partie. Vous avez sûrement compris, mais l'intégrale de chaque expression ici converge vers une valeur. Et en effet, ces valeurs ont un lien avec les exponentielles à côté, car on remarque que les dénominateurs se retrouvent en exposant ici, plus précisément que l'inverse des intégrales se retrouve en exposant. Autrement dit, la relation est exponentielle i pi divisé l'intégrale de f de t dt, f de t étant l'expression associée, qu'on peut enjoliver en exponentielle i pi puissance 1 sur l'intégrale. Testons la relation avec pi demi par exemple. On a exponentielle i pi puissance 1 sur pi demi, soit exponentielle i pi puissance 2 divisé pi, ce qui est égal à exponentielle i pi fois 2 sur pi, soit exponentielle de i. En théorie, cela marche pour chaque cas, et c'est juste incroyable les détails qu'on trouve dans une simple suite qui a l'air hasardeuse, mais qui en réalité révèle encore une relation avec exponentielle i pi. Enfin, on en a fini avec l'analyse du mecha. On remarque une chose, c'est que lorsque le mecha déplace l'intégrale, une traînée apparaît derrière, comme s'il intégrait l'aire de la surface couverte par l'intégrale. Ce qui est drôle car, comme dit précédemment, une intégrale est juste l'aire en dessous d'une courbe. TSC est clairement dans le pétrin car sa fonction ne lui est maintenant plus d'aucune utilité grâce à la limite vers l'infini que possède l'intégrale du mecha. Même en se protégeant, TSC se fait tout de même avoir. Je vais encore chipoter, mais là, le cercle est plus petit que tout à l'heure. Bref, en tout cas TSC a un plan. Il va premièrement faire monter le cercle en additionnant des coordonnées étant donné le plan complexe, comme ici avec plus 9i, ce qui fait monter le cercle de 9 en ordonnée. Pour rappel, additionner un nombre complexe change les coordonnées de ce même nombre complexe, et le fait donc déplacer sur le plan. En attendant, le mecha fait apparaître plein d'exponentielles i avec les deux en transformant les deux en suite de soustraction d'exponentielles i. On a exponentielle i, moins exponentielle i, moins exponentielle i, moins exponentielle i. Ce qui équivaut juste à moins 1 plus 1 plus 1 plus 1, ce qui équivaut à 2. TSC place sa fonction sur le centre du cercle, puis le frappe avec cosinus et isinus, ce qui refait apparaître la courbe représentative de cosinus et sinus superposée comme au début de cette vidéo, mais en plus grand étant donné qu'il le fait dans un cercle avec un plus grand rayon. Dans tous les cas, cela génère un gros laser destructeur, et on remarque d'ailleurs qu'on est étrangement dans un plan en 3 dimensions, car on peut voir le cercle d'impact que cause le laser. Le cercle a une perspective, ce qui veut dire que l'animation se passe en 3 dimensions, mais que les personnages se forcent à être en 2 dimensions. Je pense que je dois vraiment arrêter de chipoter. Et cette fois-ci, l'intégrale ne peut plus supporter la puissance du laser de TSC,
sûrement car une intégrale ne peut pas intégrer plusieurs fonctions en même temps. Il augmente le rayon du cercle, et encore une remarque, le centre du cercle n'est plus le même qu'avant, car sinon, le cercle traverserait le sol. Donc le cercle n'est plus le même car, par définition, un cercle est l'entièreté des points se situant à une distance appelée rayon, autour d'un point qui est le centre de ce cercle. Étant donné que le centre a changé, alors ce n'est plus le même cercle, et ne constitue donc pas un agrandissement, mais plutôt à une translation et à un agrandissement à la fois. Cela permet à TSE de générer un plus gros laser, sauf que l'exponentiel essaie de s'échapper encore une fois en ouvrant son portail. Mais TSE ne se laissera pas faire. Il va se faire propulser par un tas de nombres, ce qui va augmenter sa vitesse et le rattraper. Dans le processus, TSE rentre dans la dimension imaginaire qui est vraisemblablement en train de se faire détruire par le laser. Et on remarque d'ailleurs des racines carrées de nombres négatifs qui apparaissent, car ces racines sont l'une des raisons de l'existence même de l'ensemble des complexes. A noter aussi que l'exponentiel a l'air d'être inconscient lorsqu'il est dans la dimension des imaginaires, car il est en effet pas vraiment imaginaire car il est égal à moins 1. TSE ajoute 5 à l'exponentiel pour le faire se déplacer à l'horizontale, il va à la fin le multiplier par i pour revenir dans les réels, et là l'exponentiel redevient conscient étant donné qu'il est dans l'ensemble des réels. C'est après tout ce carnage que TSE décide enfin de faire la paix. Eh ben, au moins pour nous, ça nous permet d'apprécier l'animation, j'ai envie de dire. TSE demande à l'exponentiel comment sortir du monde des mathématiques, sauf qu'il ne comprend pas. Et TSE va donc ajouter un signe produit pour former le mot exit, sorti en anglais. Et là il comprend. L'exponentiel réouvre son portail avec le i pour confirmer, je pense, si TSE veut bien la sortie. Puis il ajoute 3i à la multiplication, ce qui donne i exposant 4, soit 1, ce qui revient à rester au même endroit. L'exponentiel a un plan pour faire retourner TSE dans son monde. Premièrement, il lui demande de se mettre dans un cercle de rayon 1, puis il refait apparaître son développement en série, enlève le i en exposant pour donner à la série de l'exponentiel d'origine, sans le i, avec x remplacé par pi. Ensuite, il transforme la factorielle de n en la fonction gamma de n plus 1. Pour faire simple, la fonction gamma est juste une extension de la factorielle dans les complexes, car la factorielle de base ne fonctionne que pour les entiers naturels. Pour rappel, la factorielle est une opération qui consiste à effectuer des multiplications de 1 à n. Par exemple, le factoriel de 4 est égal à 1 fois 2 fois 3 fois 4, soit 24. L'exponentiel ajoute un 2 au niveau de la variable n, ce qui fait diviser par 2 tous les n de l'expression pour l'équilibrer. Et là, bingo, on obtient une formule très spéciale que j'ai découvert récemment justement durant l'analyse de la partie 2 de l'animation. Cette formule ressemble à 2 gouttes d'eau à la formule du volume d'une n-sphère dans un espace n-dimensionnel, qui est v de n est égal à pi exposant n demi, le tout divisé par gamma de n demi plus 1, fois r exposant n. R étant le rayon du cercle et n la dimension. Ce qu'est en train de faire l'exponentiel, je suppose, est qu'il fait la somme de tous les volumes des n-sphères de rayon 1 possibles de 0 à plus infini, avec un pas de 2 à chaque appui sur le signe égal, étant donné la multiplication par 2 au niveau du n. Par exemple, quand la dimension est de 0, cela donne une zérosphère, et son R est égal à 1, ce qui équivaut à un point. J'ajoute à cela que le point décrit en fait toutes les formes possibles dans la dimension 0, car elle est la seule structure possible. Ensuite, on a une 1-sphère, qui a pour volume 2, car il n'y a que 2 points qui peuvent constituer le cercle dans une dimension de 1. Ensuite, le fameux cercle en 2 dimensions, la sphère en 3 dimensions, etc. jusqu'à atteindre la dimension infinie. Assez abstrait, je vous l'accorde, mais en tout cas, cela a l'air de créer un nouveau portail. A noter que cette série qui additionne à l'infini la formule du volume est en fait égale à exponentielle pi. Incroyable, non? Cela veut dire que la somme de tous les volumes de n sphères dans un espace n-dimensionnel avec pour rayon 1 est égale à l'exponentielle pi. Et encore mieux, la somme de tous les volumes imaginaires de n sphères avec pour rayon 1 est en effet égale à exponentielle ipi, soit moins 1, ce qui est fascinant je trouve. Après un dernier signe d'adieu, l'exponentiel remet le i en exposant, ce qui remet un i au niveau du pi et ajoute donc à tous les volumes des volumes imaginaires. Cela veut juste dire que TSE est allé au-delà de l'infini des complexes, dans un certain sens. Ce qui pourrait signifier qu'il a quitté le monde des maths, car l'ensemble des complexes est considéré comme le plus grand ensemble clos de nombres. Mais n'oublions pas que derrière cet exponentiel fascinant, ses formules et structures palpitantes, on a juste une égalité toute simple provenant de l'identité de Euler, exponentielle pi est égal à moins 1. Et enfin, pour finir cette animation, on voit différents nombres arriver sur scène. Il y a zeta, qui est utilisé pour représenter la fameuse fonction de Riemann. Zeta de s est égal à la somme de n qui va de 1 à plus infini des inverses de n exposant s. Puis on a phi, qui représente le nombre d'or ou le ratio d'or, qui est toujours égal au ratio a sur b si ce même ratio est égal à a plus b le tout sur a, ce qui équivaut soit à environ 1,616.
Et enfin Aleph dans le fond qui représente des infinis plus ou moins grands. Aleph 0 représente l'infini des entiers naturels, Aleph 1 l'infini des réels, etc. C'est pour ça qu'il est montré comme un géant dans l'animation. Je ferai très certainement des vidéos à propos de ces nombres dans le futur. Voilà, ce sera tout pour cette dernière vidéo d'analyse d'animation versus maths, et j'espère que vous avez correctement compris au moins certains de ces concepts. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, sinon vous pouvez me faire part de vos remarques et critiques en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas rater les prochains contenus, car je ferai sûrement une analyse des autres animations scientifiques d'Alan Maker, comme Animation versus Physique, ou Animation versus Géométrie, publiées récemment il y a à peine quelques semaines. Sur ce, je vous dis à bientôt sur Lucky Science.